Dans ce tribunal, la phrase que j'entends le plus souvent est « ce n'était pas moi ». Les gens accusent la météo, la signalisation, les autres conducteurs ou simplement la malchance. C'est dans la nature humaine de se défendre, de rejeter la faute. Mais laissez-moi vous parler d'un mardi matin qui a réduit toute la salle au silence. Non pas à cause d'un éclat de voix, mais à cause d'un murmure. C'était le jour où un homme qui n'avait plus rien à perdre s'est tenu devant moi et a refusé de se défendre, prononçant 4 mots qui ont figé l'audience. C'était ma faute. Il s'appelait Thomas. Aucun nom de famille dans le rapport initial, juste Thomas. Le dossier le décrivait comme sans-abri. Aucune adresse fixe. Les chefs d'accusation étaient sérieux. Vandalisme, destruction de biens et troubles à l'ordre public. Le rapport de l'agent interpellateur, l'agent Miller, un vétéran aguerri de la police, difficile à surprendre, était inhabituel. Il indiquait « Le suspect a lancé une brique à travers la vitrine de Sal's Market à 2h15. Le suspect n'a pas pris la fuite. Il s'est assis sur le trottoir et a attendu la patrouille. À l'arrivée des agents, le suspect a immédiatement tendu les mains pour être menotté et a déclaré « C'était ma faute ». D'ordinaire, quand quelqu'un brise une vitrine à 2h du matin, il s'enfuit. Il se cache. Il ne s'assoit pas sur le trottoir pour attendre son arrestation. Ce détail m'a troublé. Avant de prendre place au banc, j'ai regardé les images de vidéosurveillance. C'était une nuit pluvieuse. On voyait Thomas faire les 100 pas devant le magasin pendant 10 minutes. Il avait l'air déchiré. Il n'était ni enragé, ni ivre. Il avait l'air désespéré. Puis il a ramassé une brique provenant d'un tas de chantiers voisins, a fermé les yeux une seconde et l'a lancée. Le verre a volé en éclats. L'alarme a hurlé. Et Thomas n'a rien pris. Il n'a pas vidé la caisse. Il s'est simplement assis sur le trottoir mouillé, a ramené ses genoux contre lui et a attendu. Lorsque Thomas est entré dans ma salle d'audience, l'atmosphère a changé. C'était un homme frêle, usé par des années de vie difficile. Il portait un manteau 3 tailles trop grand, maintenu par des épingles de sûreté et du ruban adhésif. Ses chaussures n'allaient pas ensemble. Pourtant, malgré ses haillons, il y avait une étrange dignité dans sa posture. Il ne regardait pas le sol. Il me regardait droit dans les yeux, des yeux fatigués, terriblement fatigués, mais lucides. L'agent Miller se tenait à proximité, les bras croisés, observant Thomas non pas avec colère, mais avec les sourcils froncés, comme s'il tentait de résoudre une énigme qui lui échappait. « Affaire de la ville contre Thomas », annonça le greffier. Thomas s'avança vers le micro. Il n'attendit pas que je lise les charges. Il n'attendit pas qu'un avocat parle pour lui. Il se pencha simplement vers le micro, la voix rauque à cause du froid, et répéta aussitôt « C'était ma faute, votre honneur. J'ai brisé la vitre. Je l'ai fait exprès. Je plaide coupable. » Je fis une pause. D'ordinaire, je dois arracher la vérité aux gens. Cet homme me la servait sur un plateau, mais quelque chose clochait. « Bonjour, monsieur, » dis-je doucement. « J'ai le rapport ici. Vitrine brisée chez Sal's Market. L'agent Miller indique environ $800 de dégâts. Comprenez-vous les charges retenues contre vous ?» Thomas hocha lentement la tête. « Oui, votre honneur. Vandalisme. Je comprends. »« Et vous plaidez coupable. Vous admettez avoir lancé la brique. »« C'était ma faute, » répéta-t-il. « Personne ne m'y a forcé. Je l'ai lancé. Je me suis assis. J'ai attendu l'agent. » Je regardais l'agent Miller. « Agent, est-ce exact? Il a simplement attendu ?» L'agent Miller s'avança. « Oui, juge. C'était très étrange. D'habitude, on doit les poursuivre sur plusieurs rues. Quand je suis arrivé, il m'a fait signe. Il a mis les mains derrière le dos avant même que je sorte de la voiture. Il m'a dit « C'est moi que vous cherchez. C'était ma faute. » Il a été totalement coopératif, même poli. Je me tournai de nouveau vers Thomas. « Monsieur, vous n'êtes pas en état d'ivresse. Vous ne semblez pas sous l'influence de drogue. Vous n'avez rien volé dans le magasin. Vous avez seulement brisé la vitre et attendu d'être arrêté. Ma question est, pourquoi ?» Thomas changea d'appui, regarda ses chaussures usées, honteux. Le silence s'étira dans la salle, lourd et inconfortable. Tout le monde attendait la réponse. Habituellement, quand je demande pourquoi, j'obtiens un mensonge, un accident, un malentendu. Mais Thomas releva la tête et croisa mon regard avec la même clarté déchirante.
Il faisait froid, votre honneur, murmura-t-il. Mardi soir, il faisait -9 degrés. Le vent venait de l'eau. Il traversait ce manteau. Il resserra le tissu mince et scotché autour de lui. Je suis allé au refuge de Broad Street, complet. Celui du centre-ville, complet. Le sous-sol de l'église, complet dès 18 heures. Il s'interrompit, la voix légèrement tremblante, non de peur, mais du souvenir de ce froid qui glaçait les os. Je suis resté dans l'allée pendant quelques heures. Vers 1 heure du matin, j'ai cessé de trembler. C'est là que j'ai eu peur, juge. Quand on arrête de trembler, on ne se réveille plus. Je savais que si je m'endormais dehors, je mourrais de froid. Je m'adossais à mon fauteuil, la compréhension m'envahissant. Alors vous avez brisé la vitre pour vous faire arrêter. Thomas termina ma phrase. Je savais que l'alarme se déclencherait. L'agent Miller viendrait. Il m'emmènerait au commissariat. La cellule est chaude, votre honneur. On vous donne un sandwich à la mortadelle. C'est sec, mais c'est de la nourriture. Et c'est chaud. Je me suis dit qu'une vitre brisée valait mieux qu'un corps gelé. J'ai échangé ma liberté contre une nuit de chaleur. Un murmure parcourut la salle. Je vis l'agent Miller baisser les yeux vers ses bottes. Il savait. Bien sûr qu'il savait. C'est pour cela qu'il n'avait pas été en colère. C'est pour cela qu'il ne l'avait pas malmené. Il arrêtait un homme qui demandait une cage simplement pour survivre à la nuit. « Thomas, dis-je, la voix plus douce, vous avez causé 800 $ de dégâts à un petit commerçant parce que vous aviez froid. »« Je sais que c'était mal, » répondit Thomas rapidement. « J'aime Sal. Il m'a déjà offert du café. Je ne voulais pas lui faire de mal. C'est pour ça que j'ai attendu. Je voulais qu'il sache que c'était moi, pour pouvoir payer un jour ou travailler pour compenser. Mais je devais choisir, juge. La vitrine de Sal ou ma vie. J'ai choisi ma vie. » Je regardais de nouveau le dossier. Je voulais savoir qui était cet homme avant que le froid ne lui enlève tout. « Thomas, avez-vous toujours vécu dans la rue ? Mes dossiers ne montrent aucun antécédent, aucune arrestation. Vous avez 62 ans. Que s'est-il passé ?» Thomas se redressa un peu, une lueur de son ancien lui transparaissant sous la saleté. « Non, monsieur, je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai été ajusteur mécanicien pendant 30 ans. J'ai travaillé à l'usine textile de Pawtucket jusqu'à sa fermeture en 2008. J'avais une maison, j'avais une femme, Sarah. Nous étions heureux. » Ses yeux s'embuèrent en prononçant son nom. « Sarah est tombée malade il y a 5 ans, un cancer. L'assurance ne couvrait pas les traitements expérimentaux, mais je ne pouvais pas la laisser mourir. Nous avons vendu la maison, dépensé nos économies, épuisé les cartes de crédit. J'ai dépensé chaque centime pour essayer de la sauver. » Il essuya une larme avec une manche sale. « Je l'ai perdue quand même, et quand elle est morte, il ne me restait plus rien. Pas d'argent, pas de maison, plus aucune raison d'essayer. J'ai dérivé, et me voilà. » La tragédie me pesa lourdement. Voici un homme qui avait tout fait correctement. Travaillé dur, aimait sa femme, tout sacrifié pour elle, et la société l'avait laissé tomber par toutes les failles possibles, jusqu'à ce qu'il brise des vitrines pour survivre à un simple mardi soir. Donc, résumai-je pour que le dossier reflète la gravité de la situation, vous me dites que vous n'êtes pas un vandale, pas un criminel, mais un mari endeuillé et un ancien machiniste qui mourait de froid. « Je suis coupable, votre honneur, » répondit Thomas avec obstination. « J'ai enfreint la loi. Je ne demande pas la charité, je dis seulement la vérité. » Je regardais Sal, le propriétaire du magasin, assis au dernier rang. Il était venu réclamer réparation pour sa vitrine. Mais à mesure que Thomas parlait, je vis son visage changer. La colère s'estompa, remplacée par autre chose. « Monsieur Moretti, » l'appelai-je, « veuillez vous avancer. » Salvatore Sal Moretti était un homme massif, bâti comme un linebacker, avec de la farine sur ses bottes de travail et des mains qui semblaient soulever des caisses depuis 40 ans. Il s'approcha de la barre, à quelques pas seulement de Thomas. Thomas recula légèrement, incapable de soutenir le regard de l'homme dont il avait détruit la propriété. La honte émanant de lui était palpable. « Monsieur Moretti, dis-je, vous avez entendu l'explication du prévenu. Il reconnaît avoir brisé votre vitrine. Il admet les dégâts. En vertu de la loi, vous avez droit à une restitution. Vous êtes en droit d'exiger qu'il paie ce qu'il a cassé. » Thomas parla avant que Sal ne réponde, la voix brisée. « Je le ferai, Sal, je te le promets.
Je sais que je n'ai pas l'air de grand-chose en ce moment, mais j'ai encore mes compétences. Mes mains sont sûres. Je peux réparer des choses. Si le juge me le permet, si je peux travailler, je te rembourserai chaque centime. Je ne voulais pas te faire de mal. Je ne voulais simplement pas mourir. Sal regarda Thomas longuement, vraiment longuement. Puis il soupira, un soupir lourd qui résonna dans la salle silencieuse. Il se tourna vers moi. « Votre honneur », dit Sal d'une voix rude mais ferme. « Je vois Thomas dans le quartier depuis des années. Il ne mendie jamais. Il ne dérange pas les clients. Parfois, je le vois balayer le trottoir devant la boutique juste pour s'occuper. Je me demandais où il avait disparu ces derniers mois. » Sal secoua la tête. Je ne savais pas pour sa femme. Je ne savais pas qu'il était à ce point désespéré. Il porta la main à sa poche. Je pensais qu'il allait sortir la facture de réparation. À la place, il sortit un mouchoir et s'essuya le front. « Juge, je ne peux pas prendre de l'argent à un homme qui a dû briser une vitre pour ne pas mourir de froid. L'assurance couvrira le verre. Il y a une franchise de 500 $, mais en le regardant, je pense qu'il a déjà assez payé. Je ne veux pas de restitution. » La salle laissa échapper un souffle collectif. C'était un acte de miséricorde magnifique. Thomas releva la tête, stupéfait. « Sal, je... » « Laisse tomber, Tom, » dit Sal doucement. « Laisse tomber. »« C'est d'une grande générosité, monsieur Moretti, » dis-je, la gorge nouée. « Vraiment, il faut un grand cœur pour pardonner une perte financière de ce genre. Donc, en ce qui concerne la victime, l'affaire civile est réglée. Mais Thomas, repris-je en me tournant vers le prévenu, nous avons toujours un problème. L'État vous a inculpé pour trouble à l'ordre public et vandalisme. Même si M. Moretti renonce à toute réparation, vous avez enfreint la loi. Et surtout, si je classe cette affaire maintenant, si je vous laisse franchir cette porte, où allez-vous aller? » La question resta suspendue dans l'air. C'était le terrible paradoxe de mon métier. Parfois, la clémence ressemble à la liberté. Mais pour Thomas, la liberté signifiait la rue. La liberté signifiait le froid. Thomas regarda le panneau, sortit, puis me regarda à nouveau. La panique revint dans ses yeux. « Juge, s'il vous plaît, si vous me laissez partir, je retourne sur le trottoir. Il doit neiger ce soir. J'ai regardé le journal avant de faire ça. Il va faire -12. » Il agrippa le pupitre. « Je plaide coupable, votre honneur. Donnez-moi 30 jours, s'il vous plaît. 30 jours à la prison du comté. Il y fait chaud, il y a des couvertures. Si vous me laissez partir, je pourrai ne pas voir le matin. » Je siège sur ce banc depuis longtemps. J'ai vu des gens supplier pour la clémence. J'ai vu des gens implorer le pardon. J'ai vu des gens demander une seconde chance. Mais c'est une chose rare et terrible que d'entendre un homme supplier pour la prison, parce que c'est le seul endroit, dans le plus grand pays du monde, où l'on peut lui garantir une couverture. L'agent Miller prit la parole sur le côté. « Juge, je ne peux pas le ramener au commissariat à moins qu'il ne soit formellement traité et condamné. Mais si vous le condamnez, il aura un casier. Il devient un délinquant. Il perd toute chance d'accéder aux programmes de logement public pour lesquels il est sur liste d'attente. Si on l'enferme, on le sauve peut-être ce soir, mais on le ruine pour demain. » Je regardais l'agent Miller. Il avait raison. C'était un piège. Si je l'incarcérais, je lui offrais la chaleur, mais aussi un casier judiciaire qui l'empêcherait de retrouver un emploi ou un logement. Si je le libérais, je gardais son dossier vierge, mais je le renvoyais dans le froid glacial qui avait failli le tuer la nuit précédente. J'ôtais mes lunettes et me frottais l'arête du nez. Il devait y avoir une troisième voie. Il devait exister une justice qui n'implique ni une cage, ni un cercueil. « Thomas, dis-je, je ne vais pas vous envoyer en prison. Vous n'êtes pas un criminel, vous êtes un homme en crise. »« Mais votre honneur !» s'écria Thomas, terrorisé. « Je n'ai nulle part où aller. »« Je n'ai pas dit que je vous renvoyais à la rue, » répondis-je fermement. Je me penchai sous mon bureau et sortis mon chéquier. Le bruit du tiroir qui s'ouvrait fut le seul son dans la salle. Je l'ouvris et le posai sur le banc. Les yeux de l'agent Miller s'écarquillèrent. En 20 ans de carrière, il avait vu des juges prononcer des peines, infliger des amendes, donner des remontrances. Il les avait vus frapper du marteau et signer des mandats. Il n'avait jamais vu un juge sortir son chéquier personnel au milieu d'une audience pénale. La sténographe cessa de taper. Les murmures dans le public s'éteignirent. Je décapsulai mon stylo.
Ma main trembla légèrement, non à cause de l'âge, mais à cause de la frustration d'un système qui force un homme honnête à devenir criminel simplement pour survivre à l'hiver. J'inscrivis la date. J'écrivis le nom du Travelers Inn, un motel modeste mais propre à quelques kilomètres du tribunal. À la ligne du montant, j'écrivis « 500 $. Agent Miller, dis-je, ma voix tranchant le silence, veuillez vous approcher du banc. Il s'avança, déconcerté. J'arrachai le chèque et le lui tendis. Il regarda le montant, puis me regarda, la bouche légèrement ouverte. Il regarda de nouveau le chèque, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. « Votre honneur », balbutia Miller, sa dureté se fissurant. « C'est votre compte personnel. » « Exactement, » répondis-je. « Agent, je confie Thomas à votre garde pour exactement 1 heure. Vous ne l'emmenez ni à la prison du comté, ni en cellule de garde à vue. Vous allez le conduire au Travelers Inn. Ce chèque couvre 2 semaines dans une chambre chaude, une douche chaude et 3 repas par jour. Puis-je compter sur vous pour exécuter cet ordre ?» L'agent Miller regarda le chèque, puis Thomas, debout au micro et tremblant. Son visage s'adoucit complètement. Il glissa le chèque dans sa poche de poitrine, se redressa et acquiesça d'un signe net. « Considérez que c'est fait, juge. Je l'y conduirai moi-même. Je veillerai à ce qu'il s'installe. » Thomas regardait de l'un à l'autre, la panique revenant dans sa voix. « Juge, non, je ne peux pas. Je ne peux pas vous rembourser. Je vous ai dit que je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas accepter la charité. J'ai travaillé 30 ans, je ne prends pas d'aumône. » « Ce n'est pas une aumône, Thomas, » dis-je fermement en me penchant en avant. « Et ce n'est pas de la charité, c'est un investissement. »« Un investissement » demanda-t-il déconcerté. « Oui, un investissement en vous. Vous m'avez dit que vous étiez machiniste. Vous m'avez dit que vous aviez des compétences. Vous m'avez dit que vous vouliez travailler. Il est très difficile de trouver un emploi quand on ne sait pas laver depuis 1 semaine. Il est très difficile de passer un entretien quand on meurt de froid. Il est impossible de reconstruire une vie quand on essaie seulement de survivre à la nuit. » Je le pointai du doigt. « Ceci est un contrat, Thomas. Je vous achète 2 semaines. 2 semaines de chaleur, 2 semaines de dignité, 2 semaines de repos sans la peur de geler. En échange, vous allez utiliser ces 2 semaines pour vous remettre sur pied. Vous irez au bureau du travail. Vous contacterez les services. L'agent Miller vous donnera une liste. Voilà l'accord. L'acceptez-vous » Thomas agrippa les bords du pupitre. Ses jointures blanchirent. Il essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Il hocha simplement la tête, des larmes coulant sur son visage, emportant des couches de crasse et de suie. Il paraissait petit, mais pour la première fois depuis son entrée, il n'avait plus l'air vaincu. « Mais juge » parvint-il à dire, étouffé par l'émotion. « Pourquoi ? Vous ne me connaissez pas. J'ai enfreint la loi. »« Parce que Thomas, » répondis-je, nous ne sommes pas définis par nos pires moments. Nous sommes définis par la façon dont nous nous aidons à nous relever. Vous avez brisé une vitre pour survivre. Cela ne fait pas de vous un criminel. Cela fait de vous un survivant. Mais vous n'avez plus à survivre seul. » Je regardais Sal Moretti dans le public. Il s'était levé. Il regarda Thomas, puis me regarda et leva la main. « Juge, » lança Sal, « attendez 1 seconde. Si vous payez la chambre, je veux faire partie de cet accord. » Je marquai une pause. « Monsieur Moretti. » Sal s'approcha de la barre, se tenant à côté de l'agent Miller. Il regarda Thomas non comme l'homme qui avait brisé sa vitrine, mais comme celui qui balayait autrefois son trottoir gratuitement. « 2 semaines, ce n'est pas suffisant pour se remettre sur pied, » dit Sal d'une voix forte. « Thomas, vous avez dit que vous saviez réparer des choses. Vous avez dit que vous étiez machiniste. » Thomas hocha la tête en s'essuyant les yeux. « Oui, Sal, je peux réparer tout ce qui a un moteur. Je peux réparer des étagères. Je peux faire de l'électricité. »« Mon camion de livraison fait un bruit étrange depuis 1 mois, » dit Sal, « et j'ai besoin d'étagères dans l'arrière-boutique. Je ne peux pas payer le tarif d'un entrepreneur, mais je peux payer le salaire minimum et offrir le déjeuner. » Sal se tourna vers moi. « Juge, s'il est prêt à travailler, je suis prêt à l'embaucher dès demain à temps partiel. Payé en espèces à la fin de la journée, le temps qu'il ouvre un compte bancaire. » La salle d'audience éclata, non pas en applaudissements, mais en un souffle collectif chargé d'émotion.
L'agent Miller souriait désormais, un vrai sourire. Thomas regardait Sal comme s'il voyait un ange. « Vous me laisseriez travailler après que j'ai brisé votre vitre ?» murmura Thomas. « Tu l'as brisée parce que tu avais froid », répondit Sal en haussant les épaules. « J'ai déjà eu froid, Tom, je m'en souviens. Tu te présentes demain à 8 heures, ne sois pas en retard. »« Je ne le serai pas, » dit Thomas. « Je vous le promets. » Je souris. Voilà la justice. Voilà ce que la loi est censée être. Non pas un marteau pour écraser ceux qui sont brisés, mais un outil pour réparer ce qui l'est. Mais alors que l'agent Miller posa une main sur l'épaule de Thomas pour le guider vers la sortie, je compris que l'histoire n'était pas terminée. Car au moment de partir, Thomas s'arrêta. Il plongea la main dans la poche de son manteau trop grand, scotché de toutes parts, et en sortit quelque chose de petit. C'était un médaillon en argent terni sur une chaîne brisée. Il le posa délicatement sur la rambarde du banc, les mains tremblantes. Le métal tinta doucement contre le bois. C'était manifestement la seule chose de valeur qui lui restait au monde. « Juge !» dit Thomas d'une voix enfin assurée. « C'était à Sarah, ma femme. Il y a sa photo à l'intérieur. C'est la seule chose que je n'ai pas vendue quand elle est tombée malade. Je dormais avec dans la main chaque nuit pour que personne ne me le vole. » Il le poussa d'1 centimètre. « Je veux que vous le gardiez comme garantie. » Je regardai le médaillon, puis Thomas. Cet homme qui n'avait rien, qui faisait face au froid mortel de la rue, était prêt à se séparer de son bien le plus précieux pour prouver son honneur. Il ne demandait pas une aumône, il demandait un prêt et mettait son cœur en gage. « Thomas, » dis-je doucement, « je ne peux pas accepter cela. »« Vous devez, » insista-t-il, « vous mettez votre propre argent pour moi. Vous ne me connaissez pas. Il vous faut une assurance. Si je ne reviens pas, si je n'y arrive pas, au moins vous aurez ça. C'est de l'argent massif, ça vaut quelque chose. » Je compris alors que, pour lui, il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de dignité. Il avait besoin de se sentir comme un homme concluant un accord, pas comme un mendiant recevant des miettes. Si je refusais, je risquais de l'humilier. Je tendis la main et pris le médaillon. Il était froid et lourd. Je l'ouvris avec précaution. À l'intérieur se trouvait une petite photo noir et blanc, fanée, d'une jeune femme au sourire lumineux, et en face, une mèche de cheveux. Je le refermai d'un clic et regardai Thomas dans les yeux. « D'accord, Thomas, » dis-je solennellement, « j'accepte la garantie. Je la placerai dans le coffre du tribunal. Elle sera scellée dans une enveloppe à votre nom. Mais comprenez bien les termes de notre accord. Ce médaillon reste ici, jusqu'à ce que vous reveniez me montrer que vous vous êtes remis sur pied. Le jour où vous franchirez à nouveau la porte de cette salle, avec un bulletin de salaire de chez Sal et la clé de votre propre appartement, je vous le rendrai. Voilà l'accord. » Thomas acquiesça, un immense soulagement envahissant son visage. « C'est l'accord, juge, merci. » L'agent Miller s'avança, posa doucement une main dans le dos de Thomas. « Allez, Tom, on va te trouver cette douche chaude. » Ils sortirent, et la salle d'audience resta silencieuse jusqu'à ce que les lourdes portes de chêne se referment dans un clic sec. Je restai assis un instant, le médaillon de Sarah dans la main. Il me parut plus lourd que n'importe quel marteau que j'ai jamais tenu. C'était le poids d'une vie, d'une histoire d'amour finie en tragédie, et d'une promesse faite par un homme qui n'avait plus rien à offrir que sa parole. Je tendis le médaillon au greffier. « Mettez ça sous clé, » murmurai-je. « Gardez-le comme si votre vie en dépendait. » Ce soir-là, je rentrai chez moi. Mais je ne parvins pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à Thomas. Je n'arrêtais pas de penser au chèque, 500 $. Pour certains, c'est un bon dîner. Pour d'autres, c'est un nouveau téléphone. Mais pour Thomas, c'était la différence entre la vie et la mort. C'était un pont vers l'humanité. Je me demandais si j'avais fait assez. Je me demandais si 2 semaines suffiraient à effacer des années de malchance. Le lendemain matin, j'obtins ma réponse, mais pas de Thomas. J'arrivai au tribunal à 8h30. L'agent Miller m'attendait devant mon bureau. Il n'était pas en uniforme. Il portait des vêtements civils, l'air fatigué mais animé. « Juge !» dit Miller en levant un gobelet de café. « Je l'ai déposé hier soir, je l'ai aidé à s'enregistrer. Le gérant du Travelers Inn, c'est un bon gars. Quand je lui ai raconté ce que vous avez fait, il a appliqué à Thomas le tarif d'entreprise. C'est 500 $, ça va durer 3 semaines, pas 2.
C'est une bonne nouvelle, répondis-je en déverrouillant ma porte. Ce n'est pas tout, continua Miller en me suivant à l'intérieur. Je suis passé chez Sal's Market en venant, juste pour vérifier. Mon estomac se noua. Et alors? Miller sourit, ravi. Il était là, Thomas. Il était là à 7h30, juge, 30 minutes en avance. Il balayait les éclats de verre qu'il avait brisés la veille. Il tenait un balai d'une main et un café que Sal lui avait offert de l'autre. Il avait l'air différent, propre, rasé. Il portait des chaussures de travail que Sal avait trouvées à l'arrière. Miller s'interrompit, la voix épaissie par l'émotion. « Juge, quand je me suis garé, Thomas m'a fait signe. Il ne ressemblait plus à un suspect. Il ressemblait à un citoyen. Je voulais que vous sachiez que le chèque n'avait pas rebondi. » Je relâchai un souffle que je ne savais pas retenir. « Merci, agent. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue de toute l'année. » Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. En réalité, ce n'était que le début. Le vrai choc arriva 3 semaines plus tard, le jour où Thomas devait revenir pour son audience de suivi. J'entrai dans la salle d'audience en m'attendant à voir Thomas, peut-être un peu mieux, peut-être avec un compte-rendu de ses progrès. Mais ce que je vis me cloua sur place. La salle était pleine ce matin-là, comme souvent. Pourtant, au milieu de l'allée, se tenait un homme que je ne reconnus pas. Il portait une chemise à carreaux bien repassée, rentré dans un pantalon chino propre et de solides bottes de travail toutes neuves. Il était rasé de près, les cheveux courts, nets. Il se tenait droit, les épaules en arrière, serrant un dossier cartonné beige à 2 mains. Il me fallut 5 longues secondes pour comprendre qui j'avais devant moi. C'était Thomas. À ses côtés, Sal, vêtu de son plus beau costume du dimanche plutôt que de son tablier, souriait d'une oreille à l'autre, comme un père fier. Et près de Sal, l'agent Miller se tenait au garde-à-vous. Il croisa mon regard et me fit discrètement un signe du pouce. « Affaire de la ville contre Thomas », annonça le greffier. Thomas s'avança vers le micro. Il ne traînait pas les pieds. Il ne regardait pas le sol. Il avançait avec détermination. « Bonjour, votre honneur, » dit-il. Sa voix n'était plus rauque ni fragile. Elle était forte, pleine. C'était la voix d'un homme qui mangeait régulièrement et dormait dans un lit chaud. « Thomas !» dis-je, incapable de cacher le sourire qui s'étalait sur mon visage. « Vous avez changé. »« Je me sens différent, juge, » répondit-il, un léger sourire aux lèvres. Il ouvrit le dossier. « J'ai des choses à vous remettre pour prouver que j'ai respecté ma part du marché. » Il tendit le dossier à l'huissier, qui l'apporta jusqu'au banc. Je l'ouvris. À l'intérieur, il y avait 3 documents. D'abord, une lettre du gérant du Travelers Inn, attestant que Thomas avait été un client exemplaire, qu'il faisait sa chambre chaque jour et qu'il avait même réparé gratuitement une machine à glaçons cassée dans le hall. Ensuite, un bulletin de salaire de Sal's Market couvrant 3 semaines de travail, dont 12 heures supplémentaires. Enfin, une copie d'un bail pour un petit studio sur la ligne de bus, signé et daté pour le 1er du mois. Je relevai les yeux, submergé par une fierté difficile à décrire. « J'ai fait ce que vous m'avez dit, juge, » dit Thomas. « J'ai travaillé, j'ai économisé, j'ai récupéré ma pièce d'identité au DMV. Je ne suis plus sans abri. J'emménage lundi. »« C'est incroyable, » dis-je en brandissant le bail pour que la salle le voie. « En 3 semaines, vous avez retourné toute votre vie. Vous êtes passé d'une ruelle glaciale à un bail d'appartement. Ça, c'est ça, la résilience. »« Sal m'a aidé, » dit Thomas humblement en désignant le grand gaillard derrière lui. « Il m'a donné ma chance, et l'agent Miller est venu me voir chaque jour pour s'assurer que tout allait bien. » Il marqua une pause. « Mais juge, il y a encore une chose. » Thomas glissa la main dans sa poche. La salle se fit silencieuse. Je le regardais sortir une liasse de billets, bien nette, maintenue par un trombone. 5 billets de $100. Il les posa délicatement sur la rambarde en bois du box. « Je sais que vous avez dit que c'était un investissement, » reprit Thomas, grave. « Je sais que vous avez dit que je n'avais pas à rembourser. Mais moi, je paie mes dettes, votre honneur. Voilà l'argent de la chambre. Je l'ai gagné. Chaque centime. Réparer le camion, construire les étagères, remplir la vitrine réfrigérée. C'est de l'argent propre. » Je regardais l'argent, puis Thomas. Il ne proposait pas seulement de rembourser.
Il affirmait son indépendance. Il disait au monde qu'il n'avait plus besoin de charité. Il tenait debout par lui-même. « Thomas, dis-je doucement, je ne peux pas accepter votre argent. Je vous ai dit que c'était un cadeau pour vous aider à démarrer. Gardez-le pour votre nouvel appartement. Achetez quelques meubles. Remplissez votre réfrigérateur. » Thomas secoua la tête ferme. « Non, juge. J'ai l'argent pour la caution. J'ai tout économisé. J'ai besoin de vous rendre ça. » Il marqua une pause, ses yeux se posant sur le bureau du greffier, là où sont conservées les pièces. « Parce que je dois racheter quelque chose. Je dois récupérer ma garantie, le médaillon. » Dans l'enthousiasme de sa transformation, j'avais presque oublié. Il ne payait pas seulement pour être quitte, il payait pour reprendre le symbole de l'amour de sa femme. Il voulait mériter le droit de le porter à nouveau. Je fis signe au greffier. « Apportez-moi l'enveloppe scellée au nom de Thomas. » Le greffier déverrouilla le tiroir et me tendit la lourde enveloppe. Je la levai. « Thomas, vous n'avez pas besoin de me donner 500 $ pour le récupérer. Vous l'avez regagné au moment où vous êtes entré ici avec ce bail. L'accord, c'était que vous vous remettiez sur pied. Vous l'avez fait. »« S'il vous plaît, juge, » insista Thomas. « Laissez-moi payer. J'ai besoin de savoir que je l'ai fait moi-même. J'ai besoin de savoir que je n'ai pas pris le chemin facile. Sarah, elle voudrait que je paie mon propre chemin. » Je regardais Sal. Sal me fit un signe de tête, un regard qui disait « Laissez-le faire, il en a besoin. »« D'accord, Thomas, » dis-je, la voix chargée d'émotion. « J'accepte le paiement. » Je fis signe à l'huissier de prendre l'argent. Puis je pris l'enveloppe et brisai le sceau. Je fis glisser le médaillon d'argent dans ma paume. Il brillait sous les lumières du tribunal. Je me penchai au-dessus du banc et le lui tendis. Thomas s'avança. Ses mains tremblaient encore, mais cette fois, ce n'était ni le froid, ni la peur. C'était la gratitude pure. Il prit le médaillon. Il ne le mit pas dans sa poche. Il défit la chaîne et l'attacha autour de son cou, là, au milieu de la salle d'audience. Il glissa le petit cœur de métal sous sa chemise à carreaux, près de son propre cœur, et ferma les yeux une seconde. « Merci, » murmura-t-il. « J'ai l'impression de la retrouver. » Je croyais que c'était la fin heureuse. Je croyais que l'affaire était bouclée. Mais au moment où j'allais frapper du marteau et classer officiellement les charges, l'agent Miller s'avança encore. « Votre honneur, » dit-il, « avant que vous ne classiez l'affaire, il y a encore quelqu'un qui veut parler. Quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé au magasin il y a 3 semaines. » Je fronçai les sourcils. « Un témoin ? Mais il a plaidé coupable. Nous n'avons pas besoin de témoins. »« Pas un témoin du crime, juge, » répondit Miller, un sourire mystérieux aux lèvres. « Un témoin de l'homme. Elle attend dehors. » Les lourdes portes de chêne s'ouvrirent, et une jeune femme entra. Elle n'avait pas plus de 30 ans. Elle était simplement habillée, serrant son sac à main à 2 mains, les yeux balayant la salle avec inquiétude. Elle avait l'air nerveuse, terrifiée même, jusqu'à ce que son regard se pose sur l'homme au micro. Elle se figea. Ses mains montèrent à sa bouche pour étouffer un sanglot. Thomas se retourna lentement, sentant le changement dans la salle. Quand il la vit, la couleur quitta son visage. Il agrippa la rambarde en bois pour ne pas tomber, les jambes prêtes à céder. La force et l'assurance qu'il avait affichées quelques instants plus tôt s'évaporèrent, remplacées par une incrédulité totale et une vulnérabilité à vif. « Jenny » murmura Thomas. C'était si faible que je l'entendis à peine depuis le banc. « Papa » lâcha la jeune femme d'une voix brisée, et elle se mit à courir. Elle ne descendit pas l'allée en marchant. Elle sprinta. Elle ignora l'huissier. Elle ignora le décorum. Elle fonça droit sur Thomas et le serra dans ses bras, enfouissant son visage dans sa chemise à carreaux toute neuve. Thomas resta immobile une seconde, stupéfait, les bras suspendus dans l'air comme s'il avait peur de la toucher, peur qu'elle ne soit pas réelle. Puis, dans un souffle tremblant, il passa ses bras autour d'elle et s'effondra complètement. « Je suis désolé », répétait Thomas encore et encore dans ses cheveux. « Je suis tellement désolé, ma chérie, je suis tellement désolé. » La salle d'audience était silencieuse, à l'exception de leurs sanglots. Même la sténographe avait cessé de taper, s'essuyant les yeux. Je regardais l'agent Miller. Il rayonnait, une profonde satisfaction sur le visage. Il se pencha vers le micro pour expliquer. «
Votre honneur, dit Miller doucement, leur laissant un moment. Quand j'ai vérifié l'identité de Thomas il y a 3 semaines pour l'inscrire dans le système de logement, un signal est apparu. Pas un mandat criminel, mais un avis de personne disparue, déposé il y a 2 ans par elle. Il désigna la jeune femme. Jennifer. Elle le cherchait depuis la saisie de la maison. Elle vit à 3 villes d'ici. Je l'ai appelée ce matin et je lui ai dit que Thomas serait ici. Jennifer recula légèrement, encadrant le visage de son père de ses mains. Elle ressemblait trait pour trait à la femme du médaillon, Sarah. La ressemblance était indéniable. « Je suis allée à la maison, papa, » sanglota-t-elle. « Elle était murée. Les voisins ont dit que tu avais simplement disparu. J'ai appelé les refuges. J'ai appelé les hôpitaux. Je pensais que tu étais mort. Je croyais vous avoir perdus tous les deux. Je ne pouvais pas te laisser me voir comme ça, » dit Thomas, la honte dans la voix. « Pas après avoir perdu la maison. Pas après n'avoir pas pu sauver ta mère. J'avais l'impression de t'avoir échoué. Je ne voulais pas être un fardeau, Jenny. Je ne voulais pas que tu vois ton père comme un mendiant. » « Un fardeau ?» Jennifer secoua violemment la tête, des larmes jaillissant. « Tu es mon père. Tu es la seule famille qu'il me reste. Je me fiche de la maison. Je me fiche de l'argent. Je voulais juste toi. » Elle baissa les yeux et aperçut l'éclat argenté contre sa chemise. Elle haleta. « Le médaillon de maman, tu l'as toujours. » « Je ne l'ai jamais lâché, » dit Thomas en le serrant. « Pas une seconde. Et maintenant j'ai un travail, Jenny. J'ai un appartement. Je répare des choses à nouveau. » Il regarda Sal, puis me regarda. « Ces gens, ils m'ont sauvé. Ils m'ont donné une chance quand je n'en méritais pas. » Jennifer se tourna vers nous. Ses yeux étaient rouges, mais remplis d'une gratitude si intense qu'il était difficile de la soutenir. Elle regarda Sal Moretti. « Vous lui avez donné un travail. » Sal haussa les épaules, les yeux humides. « C'est un bon ouvrier, mademoiselle. Le meilleur que j'ai. Il répare des choses dont je ne savais même pas qu'elles étaient cassées. » Puis elle regarda l'agent Miller. « Et vous m'avez retrouvé. »« Je n'ai fait que mon travail, madame, » répondit Miller en inclinant la tête. Enfin, elle leva les yeux vers le banc. « Et vous? L'agent m'a dit ce que vous avez fait. Vous avez payé sa chambre. Vous lui avez rendu sa dignité. » « Je lui ai simplement donné un peu de temps, » répondis-je, la voix nouée. « Il a fait le reste. Votre père est un homme fort, Jennifer. Il a survécu à des épreuves qui auraient brisé la plupart des gens. Il n'a pas survécu seulement pour lui-même. Je crois qu'il a survécu pour pouvoir retrouver son chemin vers vous. » Jennifer serra la main de Thomas. « Tu rentres à la maison avec moi, papa. J'ai une chambre libre. Les petits-enfants, ils s'ennuient de leur grand-père. » Les yeux de Thomas s'agrandirent. « Des petits-enfants? 2 ?» Elle sourit à travers ses larmes. « Sarah et Mike. Sarah a 5 ans maintenant. Elle parle de toi tout le temps. » Thomas me regarda, puis regarda le bail posé sur la table. Il semblait déchiré. Il avait travaillé si dur pour son indépendance, pour son propre chez lui. « Va, » dis-je doucement. « Thomas, le bail peut être rompu. Sal aura toujours besoin de toi au magasin, je suppose. »« Évidemment, » dit Sal. « Je ne perds pas mon meilleur machiniste. Mais la famille passe avant tout, Tom. Toujours. » Thomas regarda sa fille, puis le médaillon, puis les portes ouvertes du tribunal. Les ténèbres des dernières années, le froid, la faim, la honte, semblèrent se dissoudre dans la lumière de son sourire. « D'accord, » murmura Thomas. « D'accord, je rentre à la maison. » Je pris mon marteau. Il était temps. « Les charges contre le prévenu sont par la présente abandonnées, » annonçai-je d'une voix ferme. « Il n'y a ici aucun criminel, seulement un père retrouvé. Thomas, vous êtes libre. » Le coup de marteau marque d'ordinaire la fin d'une procédure judiciaire. Mais cette fois, il sonna comme une célébration. Des applaudissements éclatèrent dans la salle, de vrais applaudissements, forts. Des inconnus applaudissaient. Le greffier applaudissait. Même l'huissier applaudissait. Thomas serra Sal dans ses bras. Il serra longuement la main de l'agent Miller. « Merci, dit-il, pour le trajet, pour le sandwich, pour l'appel. »« Reste au chaud, Thomas, » sourit Miller. Alors que Thomas descendait l'allée, le bras passé dans celui de sa fille, il se retourna une dernière fois vers moi. Il toucha le médaillon, posa la main sur son cœur et hocha la tête.
C'était un salut silencieux de gratitude, plus précieux que n'importe quelle plaque ou récompense que j'ai jamais reçue. Ils sortirent dans la lumière du jour. Je restai assis un moment, laissant l'émotion m'envahir. Voilà pourquoi nous faisons ce métier. Voilà pourquoi nous siégeons ici, non pour punir, mais pour réparer. Je croyais que la journée ne pouvait pas être plus émouvante. Je pensais avoir vu toute l'ampleur de ce miracle, mais je me trompais. Car alors que je rangeais mes dossiers pour partir, l'agent Miller entra de nouveau dans la salle. Il tenait une enveloppe. « Juge, dit-il, Thomas a laissé ceci pour vous auprès de l'huissier. Il a dit de vous le remettre après son départ. » Je pris l'enveloppe. Ce n'était pas l'argent. Il l'avait gardé pour ses petits-enfants. J'espérais que ce serait autre chose. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvait une simple note manuscrite sur du papier à en-tête de Sal's Market. Je la dépliai. L'écriture était tremblante mais lisible, tracée à la hâte par un homme qui avait beaucoup à dire et peu de temps. Elle disait « Cher juge Caprio, je sais que vous ne vouliez pas reprendre l'argent. Vous m'avez dit de l'utiliser pour l'appartement. Mais vous avez aussi appelé votre chèque un investissement. Un bon homme d'affaires sait qu'un investissement doit avoir un rendement. Je ne peux pas vous payer en espèces, mais je peux vous payer avec une promesse. Je promets d'être le père que Jenny mérite. Je promets d'être le grand-père dont Sarah et Mike ont besoin. Je promets de ne pas gaspiller cette seconde vie que vous et Sal m'avez donnée. Post-scriptum, Sal m'a laissé garder le tout premier dollar que j'ai gagné en réparant son camion. Je l'ai signé pour vous. S'il vous plaît, gardez-le. Il me rappelle que j'ai de la valeur. Il me rappelle que mes mains servent à autre chose qu'à briser des vitres. Je glissai la main dans l'enveloppe et en sortis un billet froissé d'$1. Sur le visage de George Washington, écrit au marqueur noir indélébile, figurait la date du jour et une signature. Thomas. Je m'adossai à mon fauteuil, le silence de la salle désormais vide m'enveloppant. Je regardais l'agent Miller. Le policier endurci s'essuyait les yeux du revers de la main, sans même essayer de le cacher. « C'est un homme bien, juge, » dit-il d'une voix rauque. « On a failli le perdre. Si je l'avais simplement écroué cette nuit-là, si vous l'aviez condamné selon le règlement, il serait dans une cellule en ce moment, et sa fille chercherait encore un fantôme. » « Mais ce n'est pas un fantôme, » répondis-je en posant le billet signé à côté de mon marteau. « C'est un père, c'est un grand-père, et c'est de nouveau un machiniste. » Je me levai et descendis du banc. Je serrai la main de l'agent Miller. « Bon travail, agent. Cette nuit-là, vous n'avez pas seulement arrêté un suspect, vous avez sauvé une vie. » « Nous l'avons fait tous les deux, juge, » sourit Miller. En rentrant chez moi ce soir-là, je repensais à la phrase que Thomas avait prononcée au tout début. C'était ma faute. Il était prêt à assumer la responsabilité d'une vitre brisée, mais il avait passé des années à se blâmer pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. La maladie de sa femme, l'économie, la malchance. Il lui a fallu toucher le fond pour trouver le courage de demander de l'aide, même s'il l'a fait en lançant une brique. La justice est souvent représentée comme une femme aveugle tenant une balance, pesant le crime et la peine. Mais dans mon tribunal, j'essaie de garder les yeux ouverts. Car si l'on regarde d'assez près, on se rend compte que parfois, la personne qui se tient devant vous n'est pas un criminel cherchant à tromper le système. Parfois, c'est un être humain brisé par le système, qui attend qu'on lui tende une main plutôt qu'une menotte. Thomas est entré comme un vandale sans abri. Il est ressorti comme un père avec un avenir. Et tout ce que cela a coûté, c'est $500, un peu de confiance, et la volonté d'écouter quand un homme dit « C'était ma faute ». J'ai encadré ce billet d'$1 signé. Il est accroché dans mon bureau, juste à côté de mon diplôme de droit. Il ne vaut pas grand-chose à la banque, mais pour moi, c'est l'objet le plus précieux de la pièce. C'est le rappel que personne n'est au-delà de la rédemption. Personne n'est trop loin pour revenir. Tant qu'il y a du souffle dans nos corps et de la compassion dans nos cœurs, il existe toujours un chemin pour rentrer chez soi. Je suis Frank Caprio,